Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cybersécurité au menu de questions d'actu ce soir. Certains SMS tombent, impersonnels, urgents et s'apparentent à des messages presque officiels. Une amende à payer, un lien à cliquer ou encore une promesse d'investissement à ne pas rater. Et surtout quand l'annonce est crédible, car prétendument portée par le nom d'une grande banque de la place. En quelques jours, 2 alertes successives nous interpellent. Celle de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information et celle du groupe Attijari Wafa Bank nous rappellent une réalité très concrète, celle d'une menace qui n'est plus abstraite. Elle est déjà dans nos téléphones, dans des messages, bref, dans notre quotidien. Ce n'est pas simplement une escroquerie puisque ces attaques fonctionnent parfois précisément parce qu'elles exploitent la confiance. Vous faites confiance dans une banque ou dans un système de contravention et c'est la brèche qu'utilisent les escrocs 2.0 ou, dirais-je, 4.0 pour rester contemporain. Et c'est là que le sujet change d'échelle. Les environnements numériques que l'on ne maîtrise pas entièrement créent un terrain favorable à ces dérives. Le Maroc n'est pas en retard sur le numérique, bien au contraire. Nos services se digitalisent, les usages explosent et les entreprises s'adaptent. Mais cette accélération repose en grande partie sur des infrastructures technologiques externes, cloud, logiciels, plateformes qui ne sont pas pour la plupart conçues localement. Ce modèle est efficace, rapide, mais il introduit une fragilité structurelle, car dans ce contexte, la cybersécurité n'est plus un sujet technique réservé aux experts, elle devient un enjeu de contrôle des données et des systèmes, mais aussi des flux. Au-delà, capacité aussi à décider sans dépendre d'acteurs extérieurs. Les incidents récents montrent que la vulnérabilité n'est pas seulement dans les systèmes ou dans l'architecture globale, elle est aussi dans l'humain. Alors, qui contrôle réellement le système dans lequel nous avons choisi d'évoluer ? Dans un esprit d'ailleurs cyber et virtuel, nous avons avec nous 2 intervenants en distanciel, en Zoom donc. D'abord depuis Marrakech, l'expert en cybersécurité et intelligence artificielle au Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. Il est également fondateur du cabinet de conseil Prisalia Consulting. El Mehdi Roussafi, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir madame, merci encore pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, d'être avec nous et surtout de répondre à nos questions. Nous avons aussi avec nous un autre expert en cybersécurité, le directeur des systèmes d'information à Exia Technologies. Il se joint à nous depuis Casablanca, Abdellah Ben Siali. Bonsoir et merci à vous également d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci. Merci. Alors messieurs, comment expliquer la montée, elle n'est pas si récente, on l'a suivi ces derniers mois, la montée des campagnes de phishing ciblant directement des canaux perçus comme institutionnels au Maroc. Je vais commencer par El Mehdi Roussafi en tant qu'expert et surtout à ce Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. Alors, je vous remercie pour cette question. Effectivement, vous avez raison. On remarque déjà au niveau du centre et au niveau de nos études une montée et une recrudescence de ces attaques arnaques ou social engineering de façon générale. Et ce qui est intéressant dans l'alerte que vous avez citée en introduction, c'est qu'elle illustre parfaitement cette évolution-là. Des attaques qui ont l'air d'être simples, mais qui sont très bien contextualisées ou adaptées au contexte local. C'est-à-dire qu'on a une référence à des marques locales, ça parle un français ou bien un dalija de proximité, ça donne une apparence administrative et donc ce sont tout ça des caractéristiques que nous observons sur des campagnes d'arnaque de plus en plus redoutables et de plus en plus efficaces. Donc ces limitations parfaites, les faux sites très réalistes, les logos, les couleurs, les structures crédibles et même le message qui joue un petit peu sur la peur, sur l'urgence, etc. Voilà, ce sont des exemples de ces caractéristiques que nous observons. Je rajouterais aussi que ce sont des attaques qui sont de plus en plus accessibles aux non-initiés, c'est-à-dire qu'elles sont moins coûteuses à travers justement l'outil numérique, à travers l'IA aussi des fois, qui aide à amplifier ces attaques-là, à les rendre plus efficaces. Voilà. On va revenir aussi. Alors c'est vrai que l'outil IA change la donne aussi quand on parle de ces attaques, mais on voudrait bien comprendre ce que c'est que d'abord ces attaques, notamment de phishing, et surtout quand il s'agit de, quand on reçoit un message pour une contravention, bien naturellement on va cliquer parce que même l'appât pour peut-être ficher ou
arnaquer ces personnes-là, il est très attractif dans le sens où quand on voit qu'on a une contravention, bien évidemment qu'on va ouvrir le lien. Alors déjà, comment ça marche? Pour nous expliquer exactement cette dernière alerte de la DGSSI sur ces messages frauduleux qui s'apparentent à une contravention routière à payer. Oui, alors effectivement, ce sont des arnaques qui sont portées par l'outil, donc dans le cas que vous citez du phishing, de l'email ou bien du SMS. Comment ça marche? Alors très concrètement, tout d'abord, l'attaquant va essayer d'avoir une liste de cibles. Souvent, ils vont acheter des bases de données, de numéros, souvent issus de fuites ou de piratage massif. Et ensuite, l'attaquant va faire une diffusion de messages à travers le SMS par exemple, où on va envoyer des messages, comme j'ai dit, qui jouent un peu sur la peur. Attention, vous avez une amende à payer, ou bien votre banque, votre carte est bloquée, il faut accéder à tel ou tel lien. L'objectif étant d'accélérer ou bien de créer cette interaction qui est l'étape 3, où la victime qui est crédule, qui n'est pas prudente, va cliquer sur un lien ou bien répondre en communiquant, donnant des informations personnelles. Et puis la quatrième étape qui est l'exploitation. L'attaquant derrière, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'exploiter l'action que va faire sa victime. Donc, s'il partage des données personnelles comme la carte bancaire, comme les identifiants d'accès au compte bancaire, l'attaquant va accéder à ces comptes-là et les vider. D'accord? S'il partage des données personnelles, ces mêmes données personnelles peuvent être utilisées, par exemple, pour voler l'identité de la victime. Par exemple, si j'ai le numéro, etc., le nom, le prénom, etc. Donc, tout dépend il y a plusieurs typologies d'attaques. Je rajouterais aussi que vous parlez de phishing. Aujourd'hui, il y a des variantes aussi. Il y a du phishing qui est une arnaque par un appel vocal. Il y a du smishing qui est le nom technique pour parler de l'arnaque via SMS. Voilà, en gros, comment fonctionne cette attaque-là. Alors, pourquoi des attaques qui reposent sur des mécanismes simples d'ingénierie sociale restent aussi efficaces aujourd'hui? Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'utilisateurs crédules. Finalement, qui sont ces utilisateurs crédules? Alors, je vais commencer peut-être par la digitalisation de la société en général. Donc, le terrain est fertile. Il y a quelques années, on parlait de gens qui peut-être avaient un certain illettrisme informatique ou bien même étaient d'un certain âge qu'on pouvait arnaquer facilement. Mais aujourd'hui, vraiment, la victime, c'est Monsieur Tout le Monde, parce que on s'attend tous à recevoir ces notifications de la part des institutions, des banques et des entreprises avec qui on travaille ou bien chez qui nous sommes clients, parce que voilà, ces mêmes institutions se digitalisent, communiquent beaucoup plus via SMS, via email. Donc déjà ça, c'est un point de départ. On est crédule, on donne une confiance lorsqu'on voit la marque, lorsqu'on lit le message. Deuxièmement, j'ai parlé un peu de ces mécanismes psychologiques et la peur, le sentiment d'urgence. Attention, si vous ne payez pas votre amende, vous allez le montant va doubler, va tripler. Donc c'est vraiment l'arnaque joue vraiment sur des peurs primales, on va dire, ou sur l'humain en particulier. C'est pas vraiment très technique comme attaque. C'est le point d'entrée, c'est vraiment exploiter ces mécanismes psychologiques. Et donc moi je dirais que la cible c'est vraiment Monsieur Tout le Monde. Et donc c'est sur l'humain qu'il faut travailler pour augmenter la vigilance qu'on souhaite avoir et cette sensibilisation par rapport à ces attaques-là. Alors, je vais me tourner vers Abdallah Ben Siali sur cette autre alerte à l'arnaque, cette fois qui nous vient d'une grande banque de la place. C'était en fin de semaine dernière avec Attijari qui alerte sur une usurpation massive de son identité. Alors, qu'est-ce que l'usurpation d'identité de grandes institutions financières révèle sur d'abord la confiance numérique aussi des citoyens et sur pourquoi ce genre de cible avec cette technique d'usurpation d'identité, ce qui est quand même pas nouveau, mais en tout cas on en voit aujourd'hui le résultat avec cette campagne. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'ingénierie sociale a fait d'énormes progrès. Les pirates ont réussi à manipuler la psychologie des gens en jouant sur l'effet de la peur ou l'effet de l'urgence. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, les
les risques de cybercriminalité sont en pleine augmentation, notamment via le phishing, via la voix, où on va avoir un faux conseiller qui va nous appeler et qui va se faire passer pour la banque pour essayer d'avoir des informations personnelles. Et on doit dire que derrière, c'est vraiment une industrie qui est vraiment industrialisée, c'est vraiment une industrie qui est très, très performante pour pouvoir dissuader et convaincre le citoyen de fournir ces informations confidentielles. Donc effectivement, aujourd'hui, il est très difficile de lutter contre ces canaux de piraterie. Heureusement, les banques interviennent et communiquent auprès de sa clientèle, mais le citoyen moyen qui n'est pas informé et qui se protège comme on pouvait se protéger il y a 10 ans peut facilement tomber entre les mailles du filet de ces pirates. Mais comment on peut faire la différence entre les communications officielles et les imitations de plus en plus sophistiquées? Alors, comme je l'ai dit, ces pirates ne manquent pas d'ingéniosité. Oui, raison de plus. Est-ce que finalement, est-ce qu'on est outillé en tant que citoyen lambda pour détecter le vrai du faux, pour être très clair? Alors, il y a toute une éducation cybernétique qui doit être faite auprès de nos citoyens. Et le citoyen doit être conscient que certaines informations ne peuvent pas être communiquées par téléphone. Et donc, c'est surtout par l'éducation, savoir apprendre aux personnes à être vigilants par rapport à le type d'informations qu'on pourrait leur demander. Pourquoi ce n'est pas leur conseiller habituel qui les appelle, pourquoi c'est une autre personne. Donc, ce sont des informations qui doivent poser certaines questions chez le client de cette banque et qui doit amener justement à prendre ces précautions. Est-ce que cela impacte aussi, c'est une question qui m'est venue en préparant cette émission, est-ce que ça impacte les autres utilisations, on va dire, dans la finance? Est-ce que, par exemple, c'est un frein aussi, cette perte de confiance sur l'innovation financière, notamment la fintech, par exemple? Moi, je pense que ça peut être effectivement un frein à l'innovation, mais vous savez, dans le monde de la finance, on fonctionne beaucoup par l'innovation et souvent, c'est le time to market qui va obliger ces fintechs à accélérer pour sortir des nouvelles solutions. Et là, c'est vrai, il faut absolument instaurer ce qu'on appelle des principes de security by design, où au moment de concevoir la solution, on intègre tous les mécanismes de sécurité pour être sûr que le service sera sécurisé. Et Banque El Morib est aussi présent pour mettre en place des cadres, des exigences de sécurité avant que les produits ne soient mis sur le marché. Donc l'innovation financière va plus vite que les capacités de sécurisation et de régulation? Ou c'est le contraire? Ou elles vont en parallèle? Non, disons que les capacités de piratage sont extrêmement rapides. Et la capacité donc pour l'innovation à mettre cette sécurité pour pallier justement à ces failles est toujours un mécanisme qui vient en réaction, malheureusement. Oui. Quels sont aujourd'hui les secteurs les plus exposés? Je sais que c'est une question très, très large, le Mehdi El Ossafi, mais quels sont les top 3 des secteurs? Parce qu'on a parlé du secteur financier, mais ce n'est pas la seule, la principale cible. On peut comprendre pourquoi, parce que bien sûr, il y a l'appât du gain financier, et pour des raisons purement pécuniaires, mais il y a d'autres secteurs. Quels sont-ils pour l'expert en cybersécurité que vous êtes? Et notamment, bien sûr, nous parlons du cas Maroc, on ne parle pas d'autres pays. Oui. Alors moi, je vais répondre juste en disant que dans le contexte mondial actuel,
géopolitique actuelle avec tout ce qui se passe. Plusieurs secteurs vitaux deviennent des cibles d'attaque et pas forcément pour un gain pécunier immédiat. Souvent, le gain, ça va être de déstabiliser un pays, de créer une sorte de panique, de plus ou moins manipuler l'opinion publique. Et donc, moi, je dirais que ce sont d'abord des organes d'importance vitale de l'État, que ce soit les institutions, les porte-paroles officiels, les institutions qui parlent au nom de l'État, qui ont leurs données plus ou moins convoitées ou bien exploitées par ces attaquants qui souhaitent donc toucher à ces données-là et puis provoquer une certaine narrative, on va dire, qui est un peu manipulée. Et donc ça, c'est vraiment, on remarque que sur les dernières années, il y a une recrudescence de cette typologie d'attaque. Bien sûr, le secteur financier reste très ciblé. Sur les fintech aussi, il y a ce risque-là. Moi, je rajouterais parce que justement, ce sont des entreprises très digitalisées qui peuvent être, s'il n'y a pas une pratique de cybersécurité évoluée, exposées. Et finalement, je dirais, peut-être les opérateurs télécoms aussi, parce qu'ils détiennent une base de données utilisateurs assez importante avec des données intéressantes sur les utilisateurs. Donc voilà, plus ou moins, peut-être les top 3, on va dire, des secteurs touchés par ces attaques. Est-ce que les États, en l'occurrence, l'État marocain dispose des outils pour anticiper des usages malveillants, par exemple? Oui, alors si on parle de l'État du Maroc, justement vous avez parlé de la DGSSI, on a une relative longueur d'avance, tout du moins du point de vue gouvernance et institutions. Sur les 10 dernières années, donc on a créé ce régulateur-là, on l'a outillé d'organes qui vont servir à monitorer, donc à surveiller ce qui se passe un peu partout, à faire ce qu'on appelle du threat intelligence, la collecte d'informations, souvent venant peut-être de l'extérieur aussi de tous nos partenaires, et en faire bénéficier le tissu institutionnel économique local. Et dans l'autre sens aussi, lorsqu'il y a une attaque, il y a un devoir ou bien une obligation de signalement, donc ce qui permettrait une certaine coordination, on va dire. Et donc, comme vous l'avez dit aussi, la cybersécurité n'est plus réactive. Donc, on est tous amenés à être beaucoup plus proactifs, beaucoup plus à regarder ce qui se passe ailleurs, à anticiper plus ou moins les attaques qui arrivent. Sur le point de vue, ça c'est ce qui va bien, ce qui marche bien. Peut-être ce qu'il y a à améliorer, c'est aussi on fonctionne toujours en silo. D'accord, on a des secteurs qui sont assez isolés les uns des autres. On a des efforts qui sont un peu concentrés, par exemple sur chaque banque à part, opérateur à part, etc. Donc il y a à travailler un peu cette horizontalité parce que les attaques aujourd'hui sont automatisées de bout en bout. Donc lorsque une banque est attaquée, c'est à travers un réseau télécom et en utilisant des utilisateurs, bien des téléphones. Donc il y a à ouvrir plus ou moins cette collaboration, à le rendre systémique pour être beaucoup plus efficace pour justement anticiper et mieux répondre aux attaques. Oui, effectivement, pour mieux répondre, il faut aussi détecter. Je me tourne encore une fois vers Abdallah Ben Siali. Est-ce que vous avez des use cases sur les outils les plus efficaces et aussi updatés, pour rester un peu dans le jargon, parce que l'évolution est tellement rapide, mais des outils pour une meilleure détection avant qu'il y ait des dégâts, notamment pour le secteur privé, bien sûr, on ne parle pas de l'État. Oui, alors il existe des solutions. Déjà, protéger l'entreprise de l'intérieur et l'éducation, l'hygiène cybernétique, sensibiliser ses collaborateurs aux faux emails, au phishing, etc. C'est déjà une bonne approche, mais elle n'est pas suffisante. Il faut également sécuriser nos systèmes d'information. Ça veut dire que toutes les solutions qui sont conçues par la société doivent être sécurisées et dès la conception. On doit également avoir une politique du zéro trust, c'est-à-dire qu'on ne fait confiance à personne. Et dans ce principe-là, on donne le moindre privilège à nos utilisateurs pour pas qu'ils aient accès à des données dont ils n'auraient pas besoin d'avoir accès. On a aussi des systèmes qui permettent de surveiller nos infrastructures. Si par exemple on a de la fuite de données importante à des heures inhabituelles, le système doit pouvoir les détecter. Par exemple, si on a une fuite importante de données à 3 heures du matin,
ces systèmes doivent pouvoir détecter et immédiatement bloquer les flux de ces données qui risquent d'être fuitées vers l'extérieur. Donc oui, il y a des moyens qui existent au niveau des entreprises pour sécuriser et pour prévenir ce genre de risque. Est-ce qu'on peut, si on parle de l'industrie, par exemple, l'industrie 4.0, est-ce que des systèmes, est-ce qu'on peut concilier l'accélération de l'industrie et la sécurisation des systèmes, notamment OT? Aujourd'hui, il existe déjà ce genre de politique de sécurité qui consiste en fait à séparer les réseaux de la production des réseaux qui sont connectés à Internet. Notamment dans le domaine de l'industrie, parce que on peut très bien avoir des attaques qui consistent à arrêter l'usine de production ou qui consistent, par exemple, à couper l'électricité quand on est dans le secteur de l'énergie. Donc, les conséquences peuvent être très graves. On n'est pas sûr de la donnée personnelle qui pourrait fuiter vers l'extérieur, mais plutôt du sabotage. Et donc, oui, il existe des solutions, notamment la ségrégation, l'étanchéité des réseaux entre la production et le reste du réseau de l'entreprise. Comment définiriez-vous cette étanchéité aujourd'hui? Est-ce qu'elle est fragile? Est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est en phase de solidification, on va dire, ou de renforcement, notamment au Maroc, et un pays qui se veut en pleine transformation industrielle? Alors, c'est vraiment au cas par cas, parce que pour le secteur privé de moyenne taille, elles n'ont pas toujours les moyens pour avoir cette confiance sur leur système d'information et aussi la manière dont elles se préparent pour faire face aux risques de cybersécurité. Donc, généralement, c'est des principes qui sont appliqués lorsque ces entreprises ont le souci de la sécurité, mais ce n'est pas généralisé malheureusement. Très bien. Un mot là-dessus, justement, Mehdi Roussafi, et surtout sur cette IA qui aujourd'hui démocratise les capacités offensives. Et on le voit, vous en avez parlé tout à l'heure, de la mécanisation, de l'automatisation de toute la chaîne de valeur. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'IA pousse encore cette rapidité, cette accélération plus loin. Et peut-être un mot aussi sur les outils à mettre en place, qui sont déjà mis en place, avec l'avènement de l'IA qui s'impose aujourd'hui non seulement dans l'offensif, mais elle peut aussi s'imposer dans le défensif. Oui, alors effectivement, l'IA fait ou bien apporte une transformation majeure, que ce soit sur le côté offensif, comme vous l'avez expliqué, ça rend les attaquants beaucoup plus efficaces, ça les outille à avoir un scope ou bien un impact plus important de leurs attaques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette même IA aujourd'hui sert aussi le côté défensif. L'approche cybersécurité est tout aujourd'hui augmentée par l'IA, et je donne peut-être un exemple assez facile pour qu'on puisse comprendre. Si on veut, par exemple, protéger un système d'information, il y a encore quelques années, on devait programmer ce qu'on appelle des règles, c'est-à-dire qu'on devait être explicite et dire si telle personne qui n'est pas autorisée accède à cette ressource-là, je veux que ça soit bloqué, avoir une alarme, etc. Aujourd'hui, avec l'IA, l'approche est complètement différente, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder le comportement de tous les utilisateurs et puis alerter ou bien bloquer lorsqu'il y a un comportement anormal. Lorsque mon PC se fait, par exemple, pirater, mon entreprise peut le savoir, peut le voir. Elle peut voir que mon comportement a soudainement changé. Et cette approche-là, IA me rend la défense beaucoup plus efficace parce que ça attaque aussi les menaces qui ne sont pas forcément visibles ou forcément explicites. Et donc, voilà, l'IA est utilisée dans les deux parties. Ce qu'il faudrait faire concernant l'IA, c'est justement de travailler au-delà de la dimension technique. Il y a une dimension réglementaire très importante et on voit des États travailler sur le sujet parce qu'on a très vite vu que l'IA non maîtrisée ou bien non régulée peut avoir ces excès-là. Donc, l'idée, c'est de accompagner ou bien même travailler avec ces entreprises qui produisent des modèles IA pour qu'ils protègent
cette IA-là de cet usage déviant ou bien de cet usage-là qui peut renforcer les attaques. Et donc tous ces aspects-là éthiques, juridiques, réglementaires, ça reste à faire. Il y a des projets en cours, mais ça reste à faire pour notre région. On a parlé de l'aspect technique. Maintenant, il faut parler de l'aspect aussi utilisateur ou bien sensibilisation comportementale, etc. Malheureusement, nous, la recommandation que nous donnons au niveau du centre, c'est vraiment de toujours douter. Tout à l'heure, vous posez la question de comment reconnaître un message, le faux du vrai. On est dans un monde où il faut partir de confiance zéro, le zéro trust, comme l'a expliqué mon collègue. C'est-à-dire, je doute. J'ai un esprit critique, je doute par défaut et je vais chercher des différentes sources d'informations. Si je reçois un SMS de ma banque, j'appelle le banquier pour savoir est-ce que c'est vraiment un message légitime ou pas. Il faut douter parce que justement le faux essaie d'imiter le vrai et donc mes sens, je dois toujours être critique par rapport à mes sens. Il ne faut pas cliquer dans l'urgence ou bien répondre à ces mécanismes psychologiques dont on a parlé et il faut bien sûr se fier aux sources officielles. Jusqu'où peut aller le faux ? Jusqu'où peut aller le faux et est-ce qu'on peut distinguer une attaque humaine d'une attaque assistée ou automatisée par l'IA ? Oui, alors techniquement, oui, il y a des indicateurs qui permettent de voir des artefacts ou bien des indices d'utilisation de l'IA. Si on parle toujours de l'arnaque, par exemple, aujourd'hui, on a tout ce qui est clonage vocal, clonage vidéo. Effectivement. Voilà, qui peut être utilisé pour usurper une identité, créer une fausse information, accéder à un système avec une usurpation d'identité. Donc, maintenant, par exemple, là où la régulation peut jouer, il peut dépasser les freins techniques, parce que ce sont des problèmes techniques très compliqués à résoudre. Ce n'est pas des simples problèmes. Reconnaître mathématiquement un signal faux d'un signal vrai, c'est compliqué, c'est très coûteux. Donc, la régulation va aider à forcer ces créateurs de modèles à faire ce qu'on appelle du watermarking, par exemple, à rajouter à ce flux vocal factice des indicateurs qui permettent à quelqu'un qui explore ce flux de savoir qu'il a été généré par la machine. Vous voyez, avec des watermarks, des indices, etc., sur les images, sur les vidéos. Ça, c'est très important parce que c'est la façon la plus, on va dire, naturelle de protéger ces flux-là. Maintenant, côté recherche, il y a aussi beaucoup de recherche qui est faite aujourd'hui pour pouvoir distinguer ces flux-là. Notamment, nous travaillons au niveau du centre sur des sujets de recherche pour reconnaître tout ce qui est deepfake vocal, deepfake vidéo, avoir des façons, on va dire, techniques pour les distinguer et aider à taguer le vrai du faux. Et comment sécuriser Abdellah Ben Siali, comment sécuriser des environnements de travail où des agents augmentés ou des agents IA même peuvent interagir avec des systèmes et de l'information sensible ? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à intégrer de plus en plus d'IA au niveau de nos opérations, mais on ne peut pas remettre les clés de toute notre production à des agents IA. Il faut garder la main sur certaines étapes, notamment des étapes de décision qui sont importantes. Donc, je pense que le principal rempart à cela, c'est de ne pas donner 100% de nos opérations à l'IA et de coordonner l'IA avec de l'action humaine. Alors, quand vous dites coordonner l'action de l'IA avec l'action humaine, il y a beaucoup qui se posent la question, finalement, où commence le rôle de l'humain, où s'arrête le rôle de l'IA. Abdellah Ben Siali. Oui, alors, bon, l'IA, elle doit intervenir sur des tâches qui sont répétitives, bien sûr, mais pas sur des tâches qui demandent en fait un arbitrage où seul l'humain pourrait être en mesure de répondre. Bon, il y a des activités où l'IA peut être complètement automatisée, mais sur certaines décisions, notamment lorsqu'il s'agit de la santé, il faut limiter les prises de décision par l'agent IA, et idem dans le domaine de la finance. Donc, je pense que
sur tout ce qui est structurant d'un point de vue de la décision, celle-ci doit relever de l'homme et pas de la machine. Oui, mais alors ce que vous dites, c'est que des agents IA ne sont pas censés interagir directement avec des systèmes sensibles. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, l'IA peut communiquer avec des systèmes sensibles, mais la prise de décision finale doit être humaine. Mais cette IA, elle a accès à ces données ou pas? Aujourd'hui, l'IA a accès à des données, bien sûr, confidentielles. D'accord. Et est-ce que des systèmes IA eux-mêmes deviennent de nouvelles surfaces d'attaque, peuvent devenir des nouvelles plateformes d'attaque ou des sources d'attaque? Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, comment on peut se prémunir de telles attaques, du coup, si elles se passent vraiment sur une plateforme qui n'est même plus... où l'humain n'intervient plus directement? Alors, dès la conception de la solution IA, bien sûr, avant qu'elle soit mise en production, il faut passer par des pen tests, donc des tests, un audit de sécurité, on va dire, qui permet de déployer les composants IA en toute confiance. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, peut-être qu'il faudrait également échantillonner les transactions qui vont passer par l'IA et garder une part d'humain pour pouvoir comparer ce qui sort de l'IA versus ce qui sort de l'humain pour être sûr que l'IA n'a pas de biais et qu'elle donne toujours de bons résultats. De toute manière, voilà, la sécurité au niveau de l'IA repose aussi sur le SOC que peut avoir une entreprise. Le SOC, c'est la Security Operation Center, qui permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas d'action malveillante autour de l'IA. Mais oui, la surface d'attaque existe aussi également sur les agents IA. Un mot sur ce développement rapide de l'IA et comment repenser nos doctrines de cybersécurité actuelles. Sommes-nous prêts, Mehdi Rossafi? Oui, alors je rejoins aussi mon collègue. C'est vrai que sur l'usage ou bien l'adoption massive de l'IA aujourd'hui, on a vu dans certaines études qui montrent que en termes d'utilisation, on a des chiffres assez importants, mais est-ce qu'on est conscient du risque qu'on prend lorsqu'on utilise un système IA ou bien qu'on l'autorise justement à faire des actions automatisées sur nos vies, sur nos systèmes? Force est de constater que non. Donc, au niveau sensibilisation, nous sommes il me semble, encore à des années-lumière de la mise en exergue de ces risques-là vis-à-vis de tout le monde. Et on ne parle pas ici uniquement de l'entreprise, mais vraiment du citoyen de façon générale. Donc, le premier risque qu'il y a, c'est justement la fuite de données lorsqu'on partage nos données personnelles avec ces systèmes IA, surtout des systèmes IA qui ne sont pas souverains ou bien qui ont une politique de gestion de la donnée qui n'est pas transparente. Je vous arrête là, Sir Rossafi. Là, vous venez de mettre le doigt sur le nerf de la guerre. Littéralement, vous avez parlé de système souverain. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, en toute transparence, un système souverain de A à Z dans le monde? Ma réponse, c'est non, parce que la chaîne de valeur IA, elle a plusieurs couches. Donc, on peut dire qu'on a un supercalculateur, par exemple, qui est le cas du Maroc, et on a aussi des annonces pour la mise en place de cloud, etc. Mais on ne construit pas les puces qui justement alimentent ces systèmes-là. Donc non, on ne maîtrise pas la chaîne de bout en bout et personne ne la maîtrise de bout en bout. Le monde, par exemple, est dépendant de certaines régions en Asie qui sont les seules à produire cette nanotechnologie. Par contre, on peut être plus présent et plus souverain sur le maximum possible de cette pile. Quels sont les segments de la chaîne de valeur numérique qui doivent être considérés comme prioritaires à maîtriser au niveau national aujourd'hui, selon vous? Alors l'hébergement, oui. Alors l'hébergement de la donnée, on doit pouvoir avoir des clouds, des data centers nationaux, souverains. On doit avoir l'autonomie d'énergie pour pouvoir les alimenter. Qu'est-ce qu'un cloud souverain? Pour les gens qui ne sont pas très informés sur le sujet du cloud, qu'est-ce qu'un cloud souverain? Est-ce qu'il suffit d'avoir l'infrastructure physique sur le sol marocain pour considérer que le cloud est souverain?
Alors, cloud souverain, c'est pas seulement l'infrastructure, mais c'est aussi les softwares ou bien les systèmes logiciels qui tournent au sein de ces machines-là. Il faut s'assurer que, en général, pour simplifier, le minimum de données sensibles ne partent dans des territoires ou des géographies externes. D'accord. Donc, si on a besoin d'utiliser, par exemple, un modèle qui dépend ou bien qui est construit par une géographie en particulier, il faut faire ce qu'on appelle des systèmes qui vont, par exemple, anonymiser les données ou bien prendre une partie de ce modèle-là et l'exécuter en local. L'idée est de restreindre le plus possible la sortie d'informations sensibles vers l'étranger ou vers des systèmes qui ne sont pas souverains. Donc, il y a l'infrastructure, mais il y a aussi les systèmes logiciels qui tournent au-dessus. Donc, on parle de modèles, de systèmes d'inférence, on parle de ces chaînes de fine-tuning des modèles. Donc, fine-tuning, ça veut dire je prends un modèle qui existe déjà, qui n'est pas le mien, je l'héberge chez moi, mais je l'adapte au contexte de mon cas d'usage, de ce que je veux en faire. Je l'entraîne avec des données à moi, dont j'ai la souveraineté, et je m'assure que ces données sont plus ou moins protégées. Donc, la résultante, c'est un système IA qui est plus ou moins plus protégé, on va dire, et plus souverain qu'un système qui a été complètement outsourcé ou bien complètement utilisé à l'étranger, où j'ai eu besoin de partager des données sensibles justement pour pouvoir l'entraîner, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment que l'infrastructure, et dans l'infrastructure il y a aussi l'énergie, les serveurs, c'est tout un ensemble de choses, mais c'est aussi le système logiciel qui s'exécute sur ces serveurs-là. Abdallah Ben Siali, donc au fond, la logique ou les dépendances technologiques deviennent aujourd'hui le principal ou l'un des principaux points aussi de vulnérabilité en termes de cybersécurité. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que l'actualité, c'est une émission d'actualité. L'actualité, ce ne sont pas que ces attaques de phishing, c'est Anthropic, ce géant de l'IA, qui travaille sur un nouveau modèle d'intelligence artificielle très puissant qui fait peser des risques sans précédent sur la cybersécurité. C'était la semaine dernière, une fuite de données a révélé qu'Anthropic développait un nouveau modèle très performant que la société d'IA, depuis reconnue, est baptisée Claude Mythos. Donc, on ne sait même pas qui dit la vérité. On utilise ces IA produites, pensées par ces géants. Alors, où se trouve-t-on, nous, au Maroc, en tant que secteur privé, en tant qu'État marocain, dans cette guerre qu'il y a entre les majeurs de l'IA, et puis qu'est-ce qu'on devrait considérer comme prioritaire à maîtriser chez nous au Maroc, et pour davantage renforcer cette cybersécurité dont dépendent tous les pans de l'économie, de la société et de la sécurité du pays. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc a bien développé ses infrastructures. Il reste encore un travail à faire au niveau d'une IA souveraine. Donc ça, c'est un sujet qui est d'actualité et sur lequel, effectivement, le Maroc doit aujourd'hui disposer de sa propre IA pour ne plus être un simple consommateur, parce qu'aujourd'hui, on dépend beaucoup de géants étrangers, comme Anthropic, comme vous l'avez souligné. Donc, il est important, effectivement, que le Maroc se dote de sa propre IA, et ça va passer notamment par la formation de nos jeunes qui sont dans les écoles d'ingénieurs ou dans les centres de formation, pour progresser, pour apprendre et muscler nos talents que l'on a aujourd'hui autour de la cybersécurité et de l'IA. Est-ce que, avant de parler de la formation, est-ce que la commande publique peut réellement structurer cet écosystème numérique marocain souverain, ou au contraire, ça reste sous-exploité? Je vais vous poser la question et je vais commencer peut-être par Mehdi Roussafi. Oui, alors l'État, de façon générale, peut bien sûr structurer et orienter les efforts. Alors, d'abord décider et acter sur des stratégies claires et qui dépassent les changements, par exemple, de gouvernement, ce que nous souhaitons faire de l'IA, ce que nous souhaitons faire de la cybersécurité, donc où nous voulons nous positionner. Nous, au niveau du centre, par exemple, nous recommandons un effort très particulier au niveau de la recherche et développement,
les chiffres les pourcentages par rapport au PIB national sont très faibles. On recommande au minimum les doubler. Si on veut vraiment que dans nos universités, on arrive à créer des modèles locaux, qu'on arrive à créer des façons de faire locales, des façons de faire souveraines, des façons de faire plus sécurisées. Il faudrait investir dans la recherche et investir plus massivement. Deuxièmement, la maîtrise de la donnée. Donc, nous pensons que des initiatives comme l'open data, qui était à un certain moment lancé, on va dire, au niveau du Maroc, doivent être soutenus. Il faut qu'il y ait une politique d'accès à la donnée pour les chercheurs, pour les startups, pour les entreprises, des données ouvertes qui puissent être structurées, archivées, enrichies. Il faut qu'on ait une vraie gouvernance de la donnée opérationnelle et pas seulement sur les effets d'annonce. Il faut qu'on aille dans le détail. Et finalement, on a parlé de souveraineté des données, on a parlé de souveraineté technologique, mais il faudrait aussi travailler, là encore, sur la sensibilisation, bien la souveraineté d'usage. C'est-à-dire, il faudrait qu'on explique aux gens que ces outils d'IA comportent des risques et il faudrait qu'on fasse beaucoup de sensibilisation sur les façons sécurisées d'utiliser l'IA, comment protéger ses données personnelles, comment se protéger de ces modèles-là. Donc, oui, la commande publique, peut-être c'est un levier qui est immédiat, économique, mais nous pensons qu'au-delà de la commande publique, il faudrait faire des actions à moyen et à long terme. Et lorsqu'on parle d'investissement dans la recherche, c'est vraiment peut-être faire finalement ces fonds publics privés ou ces ponts publics privés qui vont aller vers l'université et propulser plus ou moins ces travaux de recherche. Ça, c'est très important. Mais pour qui se positionne où, j'aimerais bien comprendre, pour qui se positionne où dans cette course à l'IA? Parce qu'on connaît, il y a deux géants mondiaux dans cette course à l'IA. On voit que les Européens ont mis des milliards d'euros pour essayer de rattraper un peu pour se positionner dans cette course effrénée à l'IA. On sait que les têtes d'affiche aujourd'hui, les têtes du peloton, c'est la Chine et les États-Unis. Si on développe concrètement la recherche et développement au Maroc, comment, selon vous, selon l'expert que vous êtes, elle pourrait être orientée, ciblée pour vraiment en tirer des avantages finalement. C'est-à-dire c'est bien de débloquer des fonds, c'est bien de parler de l'IA, on en parle beaucoup, mais au final, pour quel objectif? Est-ce que c'est pour développer une IA nationale? Quel est l'objectif final? Pour qu'on ait aussi du concret dans notre vision. Alors, peut-être l'exemple le plus simple, c'est effectivement de développer un modèle local ou une IA nationale, mais il n'y a pas que ça. On a parlé de la sécurité de ces modèles et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un domaine de recherche qui est assez vaste. Il y a tout à faire, il y a toute la standardisation à faire, il y a tous les travaux de recherche à faire. Et ce qui est bien, alors je vais reprendre votre exemple quand vous parlez de deux géants mondiaux. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'y avait qu'une seule façon très coûteuse de faire de l'IA. Et puis en quelques jours, on a le deuxième géant qui arrive et qui fait mieux avec moins et sur des facteurs de vraiment 1 à 200. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est, in fine, l'IA, c'est pas magique, c'est des mathématiques et statistiques. On a de très bons mathématiciens, encore heureux dans nos universités. Tout le monde reconnaît le niveau assez élevé que nous avons. Et ce sont tous des leviers qu'on peut utiliser, si on veut être concret, pour, si ce n'est pas créer nos propres IA, optimiser, faire mieux avec moins, trouver notre créneau plus ou moins adapté au contexte local, protéger, travailler sur le côté éthique et juridique aussi, pas forcément que technique. Donc lorsqu'on parle de recherche, c'est vraiment interdisciplinaire. Donc voilà, ce sont oui, créer une IA locale, ça, parce que c'est très important. Il faut, vous savez, sur l'impact, par exemple, sociétal des modèles, on veut bien préserver notre héritage. On a besoin d'IA qui parle d'Elija, qui parle Amazir, qui répercute ou bien transmette le savoir local ou l'identité locale au minimum. Et donc, pour cela, il faut qu'on ait une sorte de modèle à nous, plus ou moins. Et donc, tout ça, ce sont juste des exemples de là où on peut investir pour la recherche, mais c'est vrai qu'il y en a, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà.
Comment mieux allier justement cette recherche et développement, parce que notre sujet principal c'est la cybersécurité avec, rappelons-le, cette campagne de faux SMS relayée par la Direction générale des systèmes de sécurité d'information, une campagne de phishing donc, qui a commencé en avril, là, ce mois-ci, usurpation de notification d'amende routière. C'est ça le sujet, comment allier IA et cybersécurité. Question ouverte pour vous deux, Abdellah Ben Siali, d'abord. Et surtout aussi, quel est le risque pour le Maroc s'il ne transforme pas rapidement son modèle de consommation technologique? Oui, en fait, il est difficile de choisir entre les deux. Hein. Pour moi, les deux sont des piliers. L'innovation doit continuer. On n'a pas le choix. Et la cybersécurité, c'est aussi un axe très, très important. Donc, pour moi, ces deux piliers ne sont pas l'un vis-à-vis de l'autre. Les deux sont, pour moi, très importants. Et pour revenir aussi sur un point, le fait d'avoir sa propre IA souveraine, on le voit aujourd'hui avec les guerres qui se passent. La guerre n'est plus seulement un terrain militaire. On le voit là, c'est la guerre de l'énergie. Demain, ça sera peut-être la guerre pour avoir accès à l'IA. Et si les tuyaux sont coupés entre les pays, les géants de la tech et de l'IA et les pays consommateurs, les pays qui n'en sont pas dotés pourraient en souffrir. Donc pour moi, c'est très important. Comment on peut en souffrir? Écoutez, si vous voyez un petit peu ce qui se passe avec l'énergie, quand on coupe le flux énergétique, c'est le prix à la pompe qui augmente, c'est demain peut-être la paralysie du pays parce qu'il n'y a plus d'essence. Ça peut être la même chose au niveau de l'IA. Mais ça peut toucher pour qu'on comprenne jusqu'où on utilise l'IA finalement dans notre quotidien aujourd'hui, en tant que Marocain. Alors, l'IA est en progression constante. À part l'IA générative, hein. Bien évidemment, je ne veux pas citer de plateforme en particulier, mais à part l'IA générative à qui on pose des questions un peu comme sur les moteurs de recherche ou à qui on demande de préparer une présentation PowerPoint, etc. Bon, bref, à part l'IA générative, où retrouve-t-on finalement les cas d'usage de l'IA dans notre quotidien? Pour qu'on comprenne aussi, pour nos téléspectateurs, c'est intéressant d'avoir une idée sur où se trouve l'IA dans notre quotidien. L'IA, on l'utilise en général dans nombre d'opérations au sein des entreprises, notamment les opérations qui sont répétitives et qui ne nécessitent pas forcément de l'intelligence, mais juste, par exemple, de l'OCR pour lire des documents et pouvoir capturer la data. Mais il faut bien être conscient que l'usage de l'IA va exploser dans les prochains mois et les prochaines années, et notre dépendance vis-à-vis de l'IA va s'accentuer encore plus. Oui. Mehdi Loussafi? Certainement, ça va s'accentuer, c'est sûr. Ça va devenir, même j'ai envie de dire, inévitable hein, comme solution et comme utilisation. Oui, Mehdi Loussafi. Oui, juste pour complémenter, l'IA aujourd'hui est utilisée partout. Je vais vous dire, chez votre banque, par exemple, c'est utilisé chaque jour pour pouvoir détecter des anomalies, détecter des transactions potentiellement frauduleuses et les bloquer. Si, par exemple, un jour, vous recevez un appel de votre banque vous disant qu'on a détecté une transaction suspicieuse, c'est à la suite d'une résultante d'une IA, parce que l'IA a justement cette capacité à sortir des anomalies d'un lot de données, d'un lot très complexe de données. C'est aussi utilisé beaucoup dans le marketing, donc chez toutes les entreprises pour faire de la segmentation, pour faire du comportemental, de l'analyse. Donc l'IA, c'est pas forcément, vous avez raison, que ces IA génératifs ou plutôt ces bots conversationnels qui sont très populaires aujourd'hui, mais c'est surtout des modèles, du machine learning, des choses qui sont utilisées pour améliorer plus ou moins la statistique. Alors ça, c'est aujourd'hui. Et si on veut parler de
peut-être comment protéger ou raviver ce vivier-là. Et si on parle aussi de cybersécurité, donc il faut ouvrir des ponts. Il y a beaucoup de sujets de recherche sur lesquels on peut investir. Lorsqu'on regarde, par exemple, les universités marocaines, il y a vraiment une spécialisation dans ces deux aspects-là. Il y a des idées innovantes. Il y a, par exemple, de nouvelles méthodes de cybersécurité, beaucoup d'études en crypto, en crypto des données, en anonymisation, etc. Donc, ce sont plein de programmes plus ou moins de recherche et développement et des doctorats orientés cyber et IA. On a aussi une recrudescence des laboratoires spécialisés et qui travaillent sur le sujet en question. Marocain, il y a qu'à Rosafi. C'est important. Oui. Et donc, je fais partie de ce centre-là, qui est une toute petite initiative. On a une échelle très petite, mais on est très heureux de voir qu'on a des collègues un peu partout, et surtout dans des régions qu'on ne soupçonne pas, d'accord, qui regorgent de talents. Et nous, c'est notre travail vraiment dans notre association, c'est de pousser ce travail de recherche-là. C'est au sein donc de ce Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation qui, je suis sûre, avec le développement de l'IA et puis les ambitions du Maroc dans ce secteur, va certainement prendre de la valeur. En tout cas, le message est adressé à qui de droit pour s'intéresser justement à ce genre d'initiative qui met l'innovation à l'honneur. Alors, messieurs, en quelques mots, si on devait avoir une boîte à outils pour se prémunir des attaques, phishing ou autres, en quelques mots, quels seraient ces outils-là? Mehdi Rosafi. On a parlé peut-être du doute, ça c'est très important, il faut être critique, il faut toujours se poser la question, zéro trace, donc ça c'est un point de départ, il faut réaliser qu'on est en train d'être manipulé. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique, c'est quelque chose qui s'apprend et qui c'est avec des petits mécanismes. Je regarde l'adresse email, je regarde le logo, j'essaie de regarder bien clairement, par exemple les erreurs d'orthographe, vous savez, ça arrive encore sur ces campagnes de phishing. Bon, ça c'est plus ou moins la première recommandation. Deuxièmement, la recommandation technique, là, il faut s'outiller, il faut avoir un certain nombre de réflexes d'hygiène numérique. Je maintiens toujours mon device ou bien mon appareil à jour, que ce soit mon PC, mon téléphone, etc. Lorsque je crée une identité sur une plateforme, j'essaie d'utiliser des identifiants assez complexes à créer ou bien à deviner, pardon. Il y a tout ce qui est identification à double facteur, ça c'est très important. Je n'utilise plus que le login et le mot de passe, il faut avoir le SMS qui arrive, ou bien aujourd'hui on a des empreintes, on a de la biométrie, etc. Donc il y a tout un ensemble, je ne vais pas rentrer dans les détails de choses qu'on peut activer sur l'aspect technique. Maintenant, sur l'aspect sensibilisation, il faut répercuter. Le message ne doit pas seulement être dans les entreprises. C'est vrai qu'on est des professionnels, plutôt on regarde ce qui se passe en entreprise, mais il faut savoir que c'est un monde ouvert et digital. L'employé a d'abord un foyer, il a des enfants qui utilisent aussi l'outil numérique. Donc, le message, plus ou moins de la sensibilisation, doit toucher toutes les strates de la société. D'accord? Donc, on doit parler aux éducateurs, on doit parler aux enfants, aux parents, pour savoir comment protéger aussi le foyer aujourd'hui, qui est très connecté, qui est très exposé. Et voilà. Donc, ça, c'est plus ou moins mes 3 recommandations de la Toolbox. Merci de cette Toolbox, outil complémentaire, Abdallah Ben Siali. Effectivement, il y a l'hygiène cybernétique qu'on apprend au niveau des entreprises, mais pour le citoyen qui n'est pas forcément dans une entreprise et qui a besoin d'être informé, notamment les jeunes, les étudiants, les personnes à la retraite, je pense que les campagnes publicitaires, la sensibilisation en tout cas via des canaux publicitaires pour sensibiliser les personnes à être prudentes, à ne pas agir dans l'urgence, ce sont pour moi c'est le principal moyen que l'on doit activer. En même temps, les écoles donc même au sein des entreprises, parce qu'au final, l'humain, je crois que c'est aussi une brèche que beaucoup d'escrocs 2.0 utilisent, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même en entreprise. En tout cas, je voudrais vous réitérer mes remerciements, Abdallah Ben Siali. Merci d'avoir été avec nous dans Question d'Actu ce soir. Merci. Merci à vous également, Mehdi Rosafi. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à vous, merci bien. Je vous
y accueillir parce que c'est une émission cyber, donc on a eu nos invités en distanciel. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.